pour ça qu'en toute chose, Monsieur Nicolas Agbourou vous a parlé du nazisme monétaire à chaque fois. Donc, voilà. Donc, voilà l'épisode du marché Congo qui vous permet de comprendre que le tribalisme d'État au Cameroun, c'est en fait un concept qu'on a enseigné, un concept appris. Il est appris, c'est-à-dire vous n'êtes pas né avec, les gens ne sont pas nés même et Limbilobe, c'est-à-dire lui c'est la mémoire générationnelle, parce que la bêtise qu'il a là est mue par deux choses. La première, évidemment, c'est que comme la campagne approche et qu'il a faim, il se prostitue au régime, c'est-à-dire il montre son boule, ses lolos et tout ça, tout ça. Il a mis ses talons et son string, il attend seulement qu'on vienne le prendre, qu'on l'embarque et qu'on l'amène dans la chambre. Ça, c'est la première cause. En 16 ans maintenant. En termes de débilité mentale, fiston, je vais te montrer celui-ci. Je te mets au défi de me trouver quelqu'un plus idiot que cet individu. Et je lui fais passer la vidéo d'Elim Bilobe. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, le tribalisme d'État a été appris, il a été enseigné. C'est-à-dire, il est, comment dire, il est fabriqué de manière structurelle et il est transmis évidemment à travers les générations. Mais évidemment, il fallait vendre ça. C'est le même type de mensonge donc que celui qu'il dit sur Omniobé aux Nations Unies. Sachant que la même France a empêché Monsieur Omniobé d'aller aux Nations Unies en le bloquant, comprendre que la France était dans une sorte de manipulation voilà. Mais il arrive aux Nations Unies à la fin des travaux et c'est pour ça que lors de son discours, la salle n'est pas pleine, elle est clairsemée totalement. Mais les Nations Unies ont quand même commencé à se pencher un peu sur cette histoire du Cameroun là. Et donc il fallait éliminer Ernest Omniobé au plus vite avant que le combat ne commence à porter des fruits et que la France se retrouve en difficulté. Au lieu de s'indigner contre ça, tous les débiles profonds du tribalisme d'État au Cameroun vous parlent des Bamileke qui ont fait ci, ça. C'est terrible. C'est une inculture inculquée de manière consciente justement par les pouvoirs publics. Le fameux tribalisme d'État, c'est voulu, c'est-à-dire c'est l'intention, elle est là. Ne pas permettre que ceux qui tiennent le pouvoir à un instant X le perdent au profit d'autres personnes. Et eux, ils regardent la chose sous le prisme ethnique, sous le prisme tribal. Le but, c'est, voilà, de maintenir ce que j'appelle la haine politique anti-Bamileke. Donc c'est ça l'endoctrinement. C'est comme si, je l'avais d'ailleurs dit la dernière fois lors de la première conférence que j'ai fait sur le thème, c'est comme si votre enfant, vous lui dites que Harry Potter a réellement existé et personne ne vient lui dire en fait que c'est faux et que c'est une illusion. Ah, croyez-moi, votre enfant, lui, il va croire que Harry Potter a vraiment existé, hein. Et il va le dire à ses enfants, les enfants vont le dire à leurs enfants, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que quelque chose qui relève de la chimère et de la fiction va être présenté comme un paradigme réel. La situation est exactement la même au niveau du tribalisme. Donc, ouais, oui, comme le Père Noël, bref, tout ça, tout ça. Il y a des enfants, avant de grandir et avant de réaliser que le Père Noël n'existe pas, tant qu'on ne leur a pas dit le contraire, les enfants croient que le Père Noël existe, ils l'attendent comme pas possible. Il y a des films dessus, il y a, bref, une propagande pro-Père Noël qui est faite de manière à ce que si à un moment donné on ne dit pas à l'enfant que bon tu es déjà trop vieux, réfléchis, arrête, ils vont continuer de croire, ils vont penser que oui, le Père Noël existe. Donc c'est tout simplement ça. C'est exactement la même chose jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire non, 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 Harry Potter n'existe pas, c'est de la fiction. Donc, et comme je dis, le but, il est clair, le but c'est les colons ne veulent pas la coalition de résistance. Je répète le motif parce que c'est le même encore aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le motif pour lequel les Européens n'ont pas voulu, enfin, ont tribalisé le combat et ont parlé de Bamileke tout le temps, c'est pour empêcher justement la coalition de résistance. Meille au centre, un misérable qui n'a jamais vu le goudron de sa vie, mais qui, voilà, parce que son frère du village a le pouvoir, lui, il se dit en fait, il se dit que ça lui apporte quoi que ce soit. C'est-à-dire, je ne sais pas, il est fier, notre frère, notre fils du Sud
a le pouvoir. Tu n'as jamais vu, tu n'es jamais entré dans une maison électrifiée, jamais. Les Bamileke, même contre qui tu te bats, eux, ils sont peut-être quelque part à Douala avec une maison carrelée, avec de l'électricité, avec voiture, avec portail. Mais toi, ta petite fierté d'avoir ton frère du village au pouvoir te suffit. C'est ça le misérabilisme. Donc, voilà. Bref, on va poursuivre. Dites-moi si jusqu'ici le rythme est très bon, pendant que je me permets une petite gorgée, voilà, pour poursuivre. Je vous avais dit que nous avons énormément de choses à nous dire, et croyez-moi, nous avons encore énormément de choses à vous dire. N'envoyez pas de demandes, s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux, pas des demandes. J'ai une trentaine de demandes d'invitations à monter. C'est une conférence. Vous savez, quand j'organise la conférence questions-réponses, c'est clair. Là, j'organise une conférence, c'est un monologue. C'est mon mur, non, dont je fais ce que je veux. Est-ce que c'est même facile de parler seul comme ça? Merci pour les cadeaux, Sosten. C'est pas facile de parler seul pendant longtemps comme ça. Donc pour moi aussi, c'est pas facile de parler seul. Mais je le fais parce que c'est le format que j'ai choisi. Demain ou après-demain, je ferai le format questions-réponses et là, vous allez poser toutes vos questions, on va interagir. Mais si vous avez votre petit cahier à côté et que vous prenez des notes, on peut évoluer ici. Et voilà, la prochaine fois quand on va organiser le forum questions-réponses, vous serez mieux outillé et vous saurez quoi me demander et vous sauriez sur quoi on peut échanger. Merci en tout cas du fait que le nombre ne faiblit pas. On est toujours dans les 660. Ça veut dire que c'est intéressant toute cette histoire. C'est-à-dire, à 1 heure du matin, on est lundi, vous êtes encore là autant. Et j'ai même pas accepté des invitations. C'est que c'est chaud, hein. Donc, nous allons poursuivre la petite communication. Désaltérons-nous et poursuivons où on s'est arrêté. Bien. Alors, voilà donc comment l'incendie du quartier Congo va intervenir quelques jours après ce que Jean Lamberton nous dit dans ses bêtises. Donc, comment dire, quand l'UPC est donc créé en avril 48, l'UPC nationaliste, les Français vont se dépêcher de créer aussi des structures alternatives. Faut pas croire, hein, ils n'ont pas laissé l'UPC prospérer d'elle-même. Ils n'ont pas laissé l'UPC prospérer de manière euh, comment dire, sans contrainte, sans embûches, ils ne se sont pas limités également à museler militairement. Non, ils ont créé des organisations parallèles, un peu comme les partis politiques en peau d'arachide qu'il y a partout là au pays. On vous dit que c'est des partis d'opposition, alors que ça n'a jamais été le cas. On a toujours créé des structures parallèles comme ça pour contrer le principal adversaire, pour accentuer donc ce fameux sentiment de repli identitaire et ce sentiment anti-Bamileke. Les Français ont créé donc comment dire, ces virus pour résoudre ce qui était considéré comme le problème Bamileke. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand vous parlez de cette thématique. Les Français ont toujours eu une acception du paradigme Bamileke comme étant un problème. Pour eux, c'est le problème Bamileke. Ils le désignent comme ça, c'est le problème Bamileke. Donc pour eux, c'est un problème. C'est pas que non. C'est plus une crise politique. Non, c'est le problème Bamileke. Ils m'ont dit, dans toutes les communications, ils insistent sur ce volet-là, le problème Bamileke. Donc, quand l'UPC, par exemple, est créé, il y a une certaine Madame Cousins. Elle était membre de l'église presbytérienne du Cameroun. Celle à laquelle faisait aussi partie ATB Yéné. Elle avait créé une sorte d'organisation, une organisation transpartisane, qui se faisait appeler Efulamayong. Efulamayong, ça veut dire au-delà les tribus, au-delà les clans, au-delà les sphères claniques. Donc voilà, ce qui surplombe tous les peuples. Efulamayong. Dans la langue du socle granitique, si vous voulez, Mayong, les peuples. Et c'était une organisation qui luttait pour l'indépendance. Ça, c'était même quelque temps après la création de l'UPC, c'est-à-dire, voilà. Notre chère Madame Cousins a été assassinée le 1er octobre 1949. Et celui qui l'a assassiné, on connaît son nom. C'est un Français, il s'appelle Monsieur Marignan. Et comment dire,
C'est un peu parce qu'on lui a demandé à elle, je prends cette histoire pour vous donner un peu les prémices de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que elle, on lui a demandé, tu fais quoi dans... Et Fulamayong, évidemment, ce n'est pas dans une langue de l'Ouest. Donc on lui demande que, mais tu fais quoi dans les choses des Bamileke, toi là, en fait? C'est, comment on dit, les trucs de l'UPC, tu fais quoi là-dedans? Ça, c'est les ouais des Bamileke qui sont en train, avec les Bassades, je ne sais quoi, mais c'est d'abord les Bamileke derrière cette histoire. Donc tu fais quoi dans les choses là? C'était un peu pareil. Donc on l'a retrouvé assassiné le 1er octobre 1949, le jour où la Chine proclamait la République populaire sous Mao Tse-tung. Après y avoir vaincu les seigneurs de la guerre, le jour où la Chine célébrait son émancipation du joug colonial, au Cameroun, on était en train d'assassiner les gens qui voulaient créer des organisations transpartisanes et permettre aux Camerounais de parler d'une seule voix. Et oui, bienvenue au Gondwana. Donc c'était vraiment un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire on t'en veut carrément pour le fait que toi tu t'es mêlé à ce qu'on assimile comme étant des Bamileke, au point où ça te coûte la vie. Donc voilà, les Blancs, les Français, les colons n'ont pas hésité en fait. Déjà, on avait le clivage, une sorte de clivage nord-sud sur le prisme religieux entre les chrétiens et les musulmans. On a maintenant créé un ennemi imaginaire et comment dire, le but de créer un ennemi imaginaire, c'est qu'on ne te regarde pas toi. C'est tout en fait. Je le répète certes énormément, mais c'est quelque chose normalement que vous auriez dû comprendre, enfin que vous avez certainement compris depuis le début. L'ennemi imaginaire, la France, ne veut pas que les forces africaines se focalisent sur l'ennemi imaginaire. Donc il faut que, enfin sur l'ennemi, pardon, l'ennemi véritable, c'est la France et elle ne veut pas que les forces s'orientent sur le vrai ennemi. Donc elle va créer, concevoir un ennemi fictif. Et l'ennemi imaginaire ici, c'est les Bamileke. C'est désigné, ça a été dit, c'est pas nous qui avons remarqué, non. Les Français ont désigné leur ennemi par écrit. Notre ennemi, ce sont les Bamileke. Donc voilà. Et comme les Bamileke nous mettent à mal, nous allons les punir. Ils vont payer ça. Et nous allons monter d'autres Camerounais contre eux. Tout simplement. C'est la méthode Lamberton, en fait. C'est-à-dire, c'est la méthode Lamberton. Et je pense que j'ai énormément parlé de ça ici. Si vous n'êtes pas peut-être convaincu parce qu'il y avait peu de détails, comment dire, les événements de 1955 où Lamberton dit que ça a été orchestré par les Bamileke, voici en fait les événements de 1955. En 1955, en fait, on est dans un contexte de décolonisation. C'est-à-dire, en France, vous avez la quatrième république enfin c'est la quatrième république en France, elle vient de voir le jour. Et dans la foulée, à la fin des années 40, ou du moins au milieu des années 40, on a créé un truc qu'on appelle l'Union française en 46. Il s'agissait de promettre au peuple noir, aux Africains, qu'on allait leur donner la nationalité française, on allait leur donner une égalité de droits, on allait faire des territoires français et tout. Mais certains vont, comme je vous l'ai dit en amont, sentir le traquenard et ne pas être séduit par l'idée. Ils ne voulaient pas de cette France-là, pas du tout. C'est pour ça que vous avez dans le Front de Libération Nationale en Algérie, le FLN, qui va entamer les hostilités à partir de 1945-46. Vous avez à Madagascar le MDRM, dans le mouvement démocratique de la rénovation malgache, qui va voir le jour en 46. Tout ça, ce sont des structures de résistance, évidemment. Et vous avez, au pays, en tout cas au Cameroun, vous avez des soulèvements dans les années 46, 47. Enfin, à Madagascar, des choses qui vont déboucher sur des revendications d'indépendance. Et au Cameroun, vous avez ce même type de soulèvement où, par effet de contagion, le pays, enfin, le territoire camerounais aussi est gagné par cette envie d'autonomie, cette envie d'indépendance, d'où la création à la même période dans un bistrot à Douala-Bassa, une sorte de restaurant-bar, bref, qui s'appelait Chez Serra, avec énormément de gens issus de toutes les ethnies. Vous avez même Charles Assalé, qui deviendra le premier ministre du Cameroun francophone pendant la fédération. Vous avez des Théodore Ngosso, vous avez des Joseph Raymond Etondi, vous avez des Monsieur Ngom, vous avez, en fait, Omniobé lui-même, il n'était même pas là, vous avez des Etia, Moumé Etia, vous avez, voilà, vous avez énormément de gens issus de toutes les sphères, des Bamileke, des Eton, des Eondo, bref,
qui assiste à la création de l'UPC dans une logique d'indépendance. Évidemment, avant que l'UPC ne soit consolidé, il y a beaucoup qui vont quitter le navire très vite et se dire que bon, finalement, c'est pas trop notre idéologie et rejoindre le régime bien avant même que l'UPC ne soit déclaré illégal et que le maquis, que les acteurs principaux ne prennent le maquis. Donc, en fait, vous avez donc le Cameroun qui a gagné justement par ce vent d'indépendance et qui va voir donc l'UPC advenir. Et l'UPC se veut en même temps comme une sorte de filiale camerounaise du RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui avait été créé par Houphouët-Boigny dans la même période évidemment, en 1946. Tout ça se passe à la même période. La volonté d'être indépendant, surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que, contrairement à ce que l'Europe avait promis, elle a été incapable de rester en paix pendant 20 ans. Ça fait que carrément 20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, elle a encore entraîné le monde dans ses bêtises et la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Donc, les Africains, enfin les Africains de part et d'autres ont commencé à revendiquer un peu plus d'autonomie pour ne plus être liés à l'Europe et subir les aléas de la guerre où on doit accompagner l'Europe dans ses guerres quand elle est en guerre de venir l'aider, la sauver. Nous, on a payé le prix fort. On était, c'est-à-dire le colonel Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Vous lui avez donné des noms de lycée aujourd'hui. Celui qui s'est autoproclamé général, hein, carrément en arrachant les galons d'un costume de général et en mettant sur ses épaules, il a décidé qu'il est général. Il est venu prendre les Camerounais qui sont allés l'aider partout au nord de l'Afrique et sur le front français. Ils étaient à Bira, à Caïm en 42, ils étaient à Toulon, ils étaient à Marseille en Provence, ils étaient voilà, absolument partout. Ils sont morts pour rien et certains d'entre eux ont également été canardés évidemment à Tiaroy le 1er décembre 44 quand ils ont réclamé le versement de leur salaire et que la France, bon, au lieu de leur répondre, on a envoyé le général Marcel Dagnan exécuter tous les contestataires et laisser sur le carreau quelques centaines de personnes. Voilà un peu le contexte dans lequel l'UPC est créé au Cameroun. Donc, c'est un rassemblement du RDA, une organisation, un parti panafricain en fait, mais qui va énormément souffrir de la présence en son sein de quelques personnes qui sont plutôt soumises à la France et qui ont une grande pratique de la France et qui n'aiment pas trop le développement autonome. Des gens comme Léopold Sédar Senghor, des gens comme Félix Houphouët-Boigny, et c'est ça qui va conduire à ce que l'UPC va peu à peu se détacher du RDA, parce que les idéologies ne sont plus voilà, ne sont plus très alignées. Donc, le mercredi 23 mai 1955, on est à Yaoundé. Qu'est-ce qui se passe? L'armée coloniale va tirer sur des manifestants qui tiennent des pancartes en main. Hein. Ils n'ont ni cailloux, ni ils n'ont rien du tout. C'est quand vous voyez les méthodes de Paul Biya, vous comprenez immédiatement où il les a prises. Des gens viennent manifester, ils n'ont rien dans les mains, ils ont seulement des pancartes dans lesquelles ils ont dit enfin, on veut récupérer le corps de notre frère qui a été exécuté récemment par un blanc. Donc en fait, tout part d'un truc où le blanc, le français, un français, comme d'habitude, a exécuté un concitoyen. Donc, les Camerounais dont viennent, on dit qu'ils viennent de la zone du quartier Mokolo, et ils vont vers l'hôpital central. Ils veulent aller retirer le corps de leur ami, donc on a assassiné. 3 jours plus tôt, le 22 mai 55. Sauf que depuis le 19 février 55, comme je vous ai dit en amont, le commandant des troupes françaises au Cameroun, celui qu'on appelle Roland Pré, qui est haut commissaire donc de la France, il a signé un décret le 19 février, dont au début d'année, qui autorise les autorités à user de la force et de la violence pour empêcher l'UPC de mener ses activités. Ça, c'est avant même, on n'a pas encore formellement déclaré l'UPC illégal, mais ordre est donné de tirer, c'est-à-dire de tirer carrément si l'UPC veut mener une activité quelque part et que les UPCistes insistent. Donc voilà. Et ces décisions vont entraîner énormément de remous à travers les villes du Cameroun, à Douala, à Loum, à Mbanga. Il y a des échauffourées, des petites bagarres. Et bon, il y a quand même les Africains, enfin les Camerounais réussissent quand même à laisser sur le carreau quelques Européens. Pour eux, c'est une sorte de mini-victoire. On a tué un blanc, c'est une victoire symbolique contre la colonisation. Bon, évidemment, ils se font également copieusement canarder par les canons des Français, et voilà. Donc, mais voilà, c'est-à-dire c'est le désordre en fait. Les années 55, quand on dit les années de braise, c'était pas la blague.
Les résistants de l'UPC vont même jusqu'à libérer, il y a des prisonniers, à ouvrir des prisons, à, comment dire, à s'incruster dans des prisons et à libérer les prisonniers. Mais rassurez-vous, ce n'était pas pour semer la terreur, non. Les prisonniers, justement, une fois qu'on les avait libérés, ils prenaient des tracts, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Nous voulons la réunification et l'indépendance». C'était des libérations à des fins politiques. On ne vous a pas libéré pour que vous alliez y agresser des femmes dans les sous-quartiers. On vient ici porter un message politique parce que c'était des prisonniers, principalement des prisonniers politiques qu'on avait arrêtés pour leurs activités qualifiées de subversives. N'allez pas dire que Oumniobé libérait les tueurs en série, les pédophiles et que sais-je encore, non, pas du tout. Nous avons eu des héros très intelligents qui savaient ce qu'ils faisaient, qui savaient où ils allaient. Ils n'étaient pas parfaits, c'est clair. Mais dans le combat et dans la droiture et la volonté de mettre hors d'état de nuire le colon français, ils sont irréprochés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour y arriver. C'est pour ça qu'on parle de héros nationaux. Ce n'est pas un fantasme. Donc, alors, voici donc, il y a donc eu tous ces rixes-là et enfin, tout ce tohu-bohu, les prisons, dans les villes, et justement, cette revendication de la réunification et de l'indépendance qui est dans toutes les bouches. Comparé à ce que dit Jean Lamberton, j'ai voulu parler des massacres de 55 pour revenir sur le fait que Lamberton ment, comme d'habitude, quand il dit indépendance pour les Bassa, réunification pour les Bamileke. Non, il n'y avait pas de, c'est-à-dire la revendication n'était pas orientée sur l'ethnie. Nulle part il n'y avait une orientation tribale de la réclamation politique. Nulle part. Les UPCistes qui ont bloqué la route entre Yaoundé et Douala ont dit, justement, dans leur tract qu'ils brandissaient, blanc, virgule, rentrez chez vous. Ils n'ont pas dit Bolou, rentrez chez vous. Le seul peuple qui dit ça, c'est le peuple du socle granitique de Paul Biya. Le seul peuple qui dit aux autres, rentrez chez vous. Pourtant, les Bamileke, les Bassa, les Camerounais, dedans, il y avait même les Bolos également. Les Etones, les Éons de tous les Camerounais de l'UPC, qui luttaient d'une seule voix pour l'émancipation du Cameroun, disaient, blanc, rentrez chez vous. Ils avaient identifié le coupable principal. Nulle part les gens de l'UPC n'ont perdu la route, ils n'ont perdu, nulle part ils n'ont perdu l'essence du combat, nulle part ils n'ont perdu de vue ce pourquoi ils avaient justement décidé de militer et de se battre. Nulle part. De A à Z, ils ont toujours su ce qu'ils voulaient. De A à Z, ils l'ont toujours su et c'est ce qu'ils ont fait. Deux, ils ont dit blanc, rentrez chez vous. Et évidemment, la France ne veut pas. La France voit un peuple uni qui a identifié l'ennemi et qui dit mince, blanc, rentrez chez vous. Elle se retrouve obligée d'agir. Surfant sur le fait que la vérité sonne blanche, elle va continuer de répandre l'idée que non, votre problème c'est pas moi, c'est les Bamileke, regardez. Quand vous êtes même mort récemment, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. C'est eux qui vous manipulent. Et quand tu entends Amogo Belling a dit ou Kwemo te manipule, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire le Bamileke manipulateur de l'autre. Tu sais que vous les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Donc, euh, alors, je vais bloquer celui-ci, Landry Kage. Ce sont les Bamileke qui ont trahi la lutte de l'UPC. Tu vas faire ton propre live pour déciler cette imbécilité-là. En tout cas, c'est pas ici que ça va se propager. Ne venez pas chez moi ici. Vous me rappelez, il y a un certain parti politique au Cameroun, là, qui n'existe que dans les plateformes du MRC. C'est-à-dire, vous voyez, moi, je parle seul sur mon mur depuis, et il y a environ 650 personnes qui écoutent. On n'a pas besoin d'aller chez les partis, enfin, chez un parti politique qui fait son projet pour parler de nous. Il y a un parti politique là qui vient toujours chez nous parler de lui. Moi, j'ai jamais compris ce délire. Suivez mon regard. Donc, celui qui vient ici m'expliquer que les Bamileke ont trahi la lutte de l'UPC. Depuis là, je parle avec des faits historiques pour expliquer comment ni les Bassa ni les Bami n'ont trahi aucune lutte. Il y avait des brebis galeuses, notamment un Théodore Maï Matip qui est allé vendre Ruben Oumniobé au colon pour un poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un vient, les Bamileke ont vendu la lutte UPC. C'est-à-dire, tu vas aller faire toi-même ton live. Ça va être tellement ennuyeux que même toi, tu ne seras pas connecté pour te suivre. C'est-à-dire, non, 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 ne parle pas du parti la fuite. Sinon, les gens du PCRN ne vont pas aimer. Ils ne vont pas apprécier. Faut pas parler du parti en question. Je ne vais pas citer son nom. Donc, alors, nous sommes, comment dire,
Donc, sur l'épisode de Massa où, comme je disais, les routes sont bloquées et les gens disent blanc, rentrez chez vous et non, comment dire, euh, boulot, rentrez chez vous, et de rentrer chez vous, ou bien non, 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 pas du tout. C'est-à-dire, ils se liguent contre ceux qui leur font du mal. Abel Kingé, qui était en fait en réalité Abel Kenyé, mais qui à un moment donné doit travestir son nom pour ne pas paraître trop bamiléké, parce que les bamilékés subissent des choses pas possibles. Il va être copieusement molesté d'ailleurs dans cette période à l'ouest par les milices de Roland Pré, copieusement tabassées. C'est-à-dire, voilà, c'est fort de tout cela devant ces massacres, devant ces exactions, que les Camerounais disent que nous ne pouvons plus accepter que des gens viennent chez nous, ils ne sont pas Camerounais, ils ne sont même pas Africains, ils viennent faire la loi, non, ils doivent rentrer chez eux, qu'ils rentrent, n'est-ce pas, hein? Mais bon, la France, elle est très maligne, parce que la principale arme dans la guerre, la principale victime, comme on dit, c'est la vérité. La France use donc de ruses pour dire aux concitoyens que non, en fait, hein, ce sont les Bamilés qui est votre problème. Donc voilà. Maintenant, comment dire? J'ai des gens comme celui qui vient d'écrire tout à l'heure, des gens qui disent que oui, mais si tu vas dans la région Bamileke, tu vas aussi entendre que les boulots doivent rentrer chez eux et tout. Il n'y a pas que les Bamileke, il n'y a pas que les boulots qui disent aux Bamileke. En tout cas, il n'y a pas que les gens du socle granitique qui disent aux Bamileke rentrez chez vous. J'ai envie de demander à ces gens-là que, mais pourquoi j'ai d'abord besoin d'aller à l'ouest pour entendre, pour voir un Bamileke qui dit rentrez chez vous? Moi, j'ai pas eu besoin d'aller à Meyo pour entendre les gens dire rentrer chez vous. Pourquoi pour les Bamileke, ce n'est pas filmé? Pourquoi vous n'allez pas là-bas avec vos caméras filmées aussi? Je n'ai pas vu, moi j'ai pas vu, il y a des vidéos, les Bamileke tribalistes, on les connaît. Les gens qui ont des paroles déplacées, des paroles idiotes, des Patrice Ganon ou l'autre là, celui que vous appelez Solo. D'ailleurs, je vous ai dit ça tout à l'heure, je me suis beaucoup amusé des gens qui ont voulu faire le transfert de culpabilité en disant, Wilfred, tu ne te désolidarises pas des gens là, le nombre d'articles que j'ai écrits jusqu'à pour fondre Patrice Nganan, tout un professeur. Patrice Nganan avait tellement mal pris mes critiques, il a dit qu'il ne supporte pas que quelqu'un qui pourrait être son étudiant le critique. Vous savez que je sais bien écrire. J'ai fait un petit texte là bien huilé à l'ocopipi contre lui, j'en ai même écrit deux où je crois le titre du texte était Le fou de New York. J'ai traité Nganan de fou à cause de ses délires. Donc vous n'allez pas nous dire ici qu'on ne s'est pas désolidariser de tels noms. Le tribalisme chez nous, là, vous n'allez jamais le trouver. Quand on critiquait, quand on insultait, enfin, quand on remettait Patrice Nganan à sa place, on n'avait pas besoin de vous dire. On n'a pas besoin que vous nous disiez, tu te désolidarises pas. Non, on est contre le tribalisme depuis le début. Ça n'a jamais été autrement, donc vraiment, c'est... Voilà. D'où qu'ils viennent. Donc, laissez tomber. Vous ne pouvez donc pas utiliser comme échappatoire quelque chose du genre oui, mais quand tu pars à l'ouest aussi, les Bamileke aussi, mais si j'ai besoin d'aller à l'ouest, c'est que c'est tellement peu fréquent que c'est à peine perceptible. Or, depuis que je suis en diaspora, en Europe, je suis là tranquille à 6 000 kilomètres, ça vient toujours me trouver sur mon lit, devant mon écran. C'est-à-dire, on a massacré, on a chassé à Meyo, on a chassé à 5 mm. Vous avez fait la même chose à Akomde il y a quelque temps. Joshua Oshi, même Joshua Oshi, qui, et comme je vous l'ai dit, ne représente aucun danger pour Paul Biya pour la campagne, mais votre tribalisme est tel que même lui, vous l'avez empêché de battre campagne. Or, vous savez qu'il ne peut pas gagner l'élection. C'est-à-dire, il est trop faible. Et quand j'ai dit il est trop faible, bon, les gens pensent que j'abuse, mais est-ce que qui ici a regardé l'interview de Joshua Oshé avec Valérie Ndongo? Et que même lui, enfin, même ses enfants n'ont probablement pas suivi. Donc, le peuple camerounais, le peuple camerounais se prépare pour une élection Maurice Kamto contre Paul Biya. Tout le reste là, ce n'est pas l'élection présidentielle. Je le dis avec beaucoup de respect pour les autres. Si les partis qui veulent bien qui ont compris, parce que on n'a pas à expliquer cela à quelqu'un. Le MRC est le parti qui présente le plus de chances. Si un parti est convaincu de cela, qu'il fasse coalition avec le MRC et se rallie à l'APC et qu'il n'attende pas le dernier moment. C'est aussi simple que ça. Pas de perdre le temps alors que il y a des choses importantes qui se profilent. À part le MRC, qui s'imagine qui peut gagner, je sais pas. Qui s'imagine qu'il peut gagner contre Paul Biya? Déjà pour le MRC, ça va être dur parce que Paul Biya, c'est un tricheur né qui va fabriquer les résultats comme à sa guise
Imaginez alors les autres partis qui sont infiniment plus faibles. Même Joshua Oshie, qui est pourtant héritier d'un grand parti, le SDF, aujourd'hui le SDF ne fait pas le poids. Joshua Oshie a transformé un parti qui challengeait Paul Biya, un parti où le président va dans les mariages, les enterrements, les cérémonies et les enterrements de vie de jeunes garçons. Bref, on n'y comprend plus rien. C'est comme c'était le week-end, là, il était certainement un petit enterrement, là, vite fait, avant de retrouver ses quartiers Yadwala. Donc, bref, c'est, on avait vu sur les forums TikTok des femmes dire, j'avais enregistré une comme ça pendant 10 minutes qui explique, on va brûler les maisons des Bamileke, vous les connaissez, vous avez tous les enregistrements. Je ne vous apprends rien. On va brûler les maisons des Bamileke, on va brûler, Je n'ai pas vu je vous dis, je n'ai pas vu un Bamileke. Ou du moins, s'il y en a, bon, il y en a certainement parce qu'il y a des voyous partout. S'il y en a, je n'ai pas vu deux. S'il y en a deux, j'ai pas vu trois. En tout cas, maximum deux. Et encore, c'était deux en l'espace de 10 ans. Chez le socle granitique de Paul Biya, on a tribalisé les gens là-bas. Le fameux tribalisme d'État, il le dit tous les jours. Tous les jours. Sur TikTok, vous entendez ça tous les jours. C'est-à-dire every day. En fait, c'est devenu sale et laid et moche. N'envoyez pas d'invitation, chers amis. Oh là là. C'est comme si quand, en plus, bref. Envoyez les invitations, vous allez parler de quoi? Si vous tenez tant à m'envoyer quelque chose, envoyez des cadeaux, mais pas des invitations. Donc, pour les invitations, il y a des conférences prévues pour. Je mets toujours, je réponds à vos questions politiques. Là, vous pouvez poser vos questions. Mais là, et pendant que je dis ça, deux personnes envoient une invitation. Oh, le Cameroun, c'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'on vous prend dans la bêtise du tribalisme. On vous dit quelque chose immédiatement, vous faites exactement ce qu'on vous a dit de ne pas faire, comme ceux qui font pipi sur la plaque électronique. Et n'envoyez pas d'invitation, il y a deux invitations qui viennent coup sur coup. Donc, et voilà une troisième. Bref, foutez le camp. Ça ressemble à une blague, cette histoire. Donc, bref, alors, pendant donc pendant que l'UPC s'attaque aux Européens, on va brûler les soutiens du régime d'Aïdjo, vont brûler la permanence de l'UPC à Bafoussam, dont à l'ouest carrément, et à Chang. Donc, et vous savez que Bafoussam Chang, c'est plus ou moins le fief de Ernest Wangé. Il a fréquenté là-bas, il a aussi enseigné là-bas, donc voilà. C'est, comment dire, l'administration coloniale, en fait, utilise cela comme prétexte pour interdire avec motif de trouble à l'ordre public, c'est-à-dire ces gens-là troublent l'ordre public, ils n'ont pas le droit de manifester ici, et voilà. Surtout que comment dire, je parle de la marche pour aller retirer le corps à l'hôpital central. Pour les colons, c'est un prétexte de manifestation publique et c'est illégal, il ne faut pas. Parce que surtout, les gens qui ont décidé de venir retirer le corps et de rassembler la foule ont annoncé une mobilisation. Ils ont fait appel, en fait, à une large mobilisation, une large marche. Et évidemment, les colons, eux, ils ne veulent pas une grande foule. Ils ont proposé, par exemple, que les proches du défunt soient les seuls à venir récupérer le corps à l'hôpital général. Sauf que la foule ne va pas l'entendre de cette oreille-là. La foule, elle, va contester et, comment dire, la foule va plutôt accuser justement les Blancs d'avoir commis un crime de suprémaciste, une sorte de Ku Klux Klan version Cameroun. Donc vous ne pouvez pas nous empêcher de venir en grand nombre soutenir notre frère, commémorer la disparition de notre frère qui est mort et tout. Et ils disent que bah, si de toute façon vous avez tué l'un des nôtres comme ça, vous pouvez tuer tout le monde comme ça, donc non, 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 on va venir en bloc pour protester contre ce que vous avez fait. En tout cas, on proteste même pas, on vient surtout retirer le corps. C'est, voilà, ça obéit à ce qu'on appelle l'intérêt commun et je vous en parle tout le temps. Il y a une influenceuse qui vous a dit qu'elle n'est pas tribaliste sous prétexte qu'elle a épousé une femme, enfin un homme bamileke. Bon, il est évident qu'en termes de bêtises, ça aussi c'est très fort. Quand Félix Fournier a épousé une femme Betty ou Ekan, il ne s'est pas contenté d'épouser une femme Ekan et de la brandir comme un trophée en disant «Regardez, je ne suis pas tribaliste». Il a regardé les combats qui étaient les siens. Il a vu que la femme Ekan avait le même type de... Enfin, il a vu
enfin, il a cherché une femme écan qui comprenait le même type de combat, c'est-à-dire si on est soumis au joug colonial. Le joug colonial, en fait, c'est sans distinction de tribu. On est soumis au franc CFA. Le franc CFA fait mal à tout le monde, que ce soit les écans, comme ma femme Marthe et Kemeyon, ou les Bamoun, comme moi, Félix Roland Moumier. Donc voilà, je vais partager l'idéologie du combat également avec ma femme. Mais si tu te contentes d'avoir un mari qui est d'une ethnie précise et que quand les histoires de tribalisme battent leur plein dans la société et tu ne t'insurges pas contre ça, bah, tu es complice en fait du crime. Tu as beau avoir un mari d'une ethnie X, mais voilà, quand son ethnie dont est mise en danger ou est attaquée, tu ne lèves pas le petit doigt. Or, on t'a vu farouchement critiquer les artistes montés au créneau, même les influenceurs et influenceuses qui ne parlent jamais, qu'on ne voit jamais, étaient subitement très remuants sur la question du tribalisme, enfin sur la question du boycott que les activistes avaient, je pense même pas qu'il y avait boycott, enfin je sais même plus. Il y a eu une actualité là sur OCT Moustique, le charismatique, bref, je ne sais plus. Mais vous comprenez en fait où je veux en venir. Donc on peut être tribaliste, quel que soit le type de partenaire qu'on a eu, ça ne souffre d'aucune contestation. Enfin bref, les gens dont se rassemblent en foule pour défendre un intérêt commun en disant non, non, non. Si vous avez tué l'un des nôtres, vous pouvez tuer tout le monde comme ça, là. Si vous avez tué l'un des nôtres, vous pouvez tuer aussi, ça peut continuer comme ça, donc nous allons continuer de faire foule. C'est le paradigme de ce que j'appelle le champagne pour quelques-uns versus l'eau potable pour tous. Les militants de l'UPC et les résistants des années 55 au Cameroun avaient choisi l'eau potable pour tous. Ils voulaient tout faire en commun. Ils ne regardaient pas les ennemis. Je vous le redis une fois encore. Vous avez vu le tribaliste qui était tout à l'heure en commentaire et qui était en train de dire que ce sont les Bamileke qui ont trahi le combat. C'est faux. Maï Matip fait partie des gens qui ont trahi le combat et jamais vous ne m'avez entendu dire que ce sont les Bassa qui ont trahi le combat. Tous ceux qui raisonnent comme ça font le jeu des tribalistes. Tous ceux qui raisonnent comme ça font le jeu de Paul Biya. Ce sont les gens que Paul Biya a envoyés sur TikTok pour que les Bassa aient du ressenti envers Maurice Kamto. C'est pour ça que tu vas voir les Bassa voter Cabral Libye alors qu'ils savent qu'il n'a aucune chance d'enregistrer un quelconque score que ce soit aux élections présidentielles et que c'est le MRC qui a les meilleures cartes. C'est d'ailleurs pour ça que celui qu'on empêche de porter un candidat à la présidence, c'est le MRC. Mais comme on a éduqué, et vous voyez, c'est de la détestation, mais c'est même pire parfois que nos amis du socle granitique. Vous avez parfois l'impression que nos frères militants du PCRN, qui sont d'ailleurs du socle granitique de Cabral, Libye pour la plupart, vous avez l'impression que leur problème avec Maurice Kamto est personnel. Tout ça parce que dans leur famille, on leur enseigne quelque chose de très sale, la détestation des autres Camerounais. On leur enseigne une traîtrise qui n'a jamais eu lieu. On leur dit que les Bamileke ont l'argent parce que eux, ils se la coulaient douce pendant que nous, les Bassa, on était en train de se battre. Et c'est triste, et c'est dommage. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et il faut mettre fin à tout ça à travers ce grand travail pédagogique que nous sommes en train de faire. Donc voilà. Les militants dont vont avancer dans cette matinée de mai 1955, les militants conceptuels, le très peux-tu parler de Ndogmo, mais qui t'empêche de parler de Ndogmo? Va pas, vous êtes drôle. En fait, vous êtes, bref, on va bloquer celui-là. Il me demande si je peux parler de Ndogmo, dont toi tu sais que les militants conceptualiser le tribalisme. Au lieu d'ouvrir ton live et de parler de Ndogmo, c'est sur moi que tu reposes tes esprits. C'est à moi de parler de Ndogmo. C'est tout. C'est incroyable. Les Français ont essayé d'exécuter Monseigneur Ndogmo, non? Monseigneur Ndogmo ne doit sa survie que du fait que c'est un membre du clergé. Il a travaillé avec les jésuites canadiens, qu'il aime beaucoup, et on a adressé une lettre, enfin le Vatican est intervenu, et a adressé une lettre au gouvernement camerounais pour intercéder pour lui. C'est pour ça qu'après quelques temps en prison, une fois l'exécution d'Ernest Wangé passée, on lui a offert un sauf-conduit pour le Canada, où il est pratiquement resté jusqu'à sa mort en 95. Donc, si tu veux parler d'un dogme, mon ami, va ouvrir ton panel, tu parles d'un dogme. Pourquoi c'est à nous de venir réaliser vos rêveries, ou plutôt vos cauchemars? Voilà quelqu'un qui est incapable d'expliquer de manière scientifique comment les Bamileke ont conceptualisé le tribalisme. Il veut que ce soit moi qui fasse ça. Moi qui dis que jamais le tribalisme n'a été le fait d'une ethnie au Cameroun.
Moi qui dis que c'est la France qui a mis en place tout cela et j'ai présenté des éléments que personne ne peut nier, les textes écrits de Jean Lamberton. C'est même la partie la plus longue de cette conférence. Il veut que je parle d'un dogme, mais lui, il ne peut pas s'asseoir et parler d'un dogme lui-même. C'est quand même terrible. Je ne vais jamais réaliser vos rêves de tribaliste, jamais. Celui qui vient avec ça sera bloqué systématiquement. On n'a plus le temps pour ça. Parce que c'est le fait même qu'on vous laisse vous exprimer qui fait que vous profitez des grandes audiences comme celle-ci pour propager votre message débile. Les Américains ont conceptualisé le tribalisme. Va lire les travaux de Jean Lamberton et tu verras. Donc, quand les militants dont avancent les militants de l'UPC en cette soirée du 25 mai 55, un soldat aussi s'avance et il va leur tracer une sorte de ligne par terre. Il va leur dire, bon, si vous traversez ici, et je vous rappelle déjà que on a renforcé en fait toute la garnison, tous les dispositifs militaires. Il y a des soldats qui sont venus du septentrion sur ordre de Roland prêts pour venir sécuriser la capitale Yaoundé. C'est-à-dire, ils vont se mettre au niveau de l'église presbytérienne à Messa justement, et c'est pour ça qu'on parle des massacres de Messa de 1955, du 25 mai 1955. Les militants avancent, mais le soldat qui a pris les devants et qui a tracé la ligne continue, lui, de les menacer. Et les militants dont disent aux soldats que mais toi tu nous menaces de nous tirer dessus parce qu'on vient récupérer le corps en allant à l'hôpital central. Je te rappelle que nous sommes venus vous aider pour combattre Hitler en 1940. Il fallait montrer le gros dos à ce moment-là. Il fallait montrer à quel point vous êtes fort. Il fallait montrer votre puissance et votre, comment dire, votre dynamisme, la toute-puissance de la France quand l'occupant nazi marchait sur Paris. Mais au lieu de ça, vous nous avez appelés à l'aide, vous nous avez, vous nous avez supplié. On était donc avec vous à Bir Hakeim, à Marseille, à Toulon, absolument partout à travers l'Europe. Et maintenant, ici, qu'on veut simplement mener nos activités politiques, vous avez les ailes qui poussent et vous nous expliquez que non, on ne peut pas avancer, sinon vous allez nous tirer dessus. Il se met donc à entonner l'hymne national, et l'hymne national contenait des paroles horribles. C'est-à-dire, dans l'hymne national, il était indiqué que nous étions des animaux et que progressivement nous devenons civilisés. C'est-à-dire, longtemps tu vécu dans la barbarie, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. C'était ça les belles rimes de l'hymne national camerounais à l'époque, qui avait été conçu à la fameuse école normale de Foulassi, ou Foulassi qui veut dire en Ewondo, français, ou la France. En Eton, on dit Poulassi, en Ewondo Foulassi. On dit l'école normale de Foulassi, c'est tout simplement dit Foulassi. L'hymne de René Jean Mafan et Samuel Minkyo Bamba, parrainé par les colons, les maîtres colons de Foulassi, les maîtres colons français si vous voulez. Foulassi, c'est en fait une déformation du mot français. Français, Foulassin, Foulassi, la déformation donne Foulassi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on étonne pour dire je parle français, on va dire Motokol Foulassi, ou en Ewon de Makob Foulassi, tout simplement. Donc, bref. On en est donc là, et quand ils se mettent à chanter l'hymne national et qu'ils avancent, le soldat ne va pas se faire prier, l'hymne national ne va pas l'arrêter, il va méthodiquement ouvrir le feu, c'est-à-dire les soldats vont exécuter ce que Roland Pré leur a demandé de faire. Donc, on va massacrer là, à Messa, en quelques minutes, des centaines de personnes, c'est-à-dire des gens vont tomber en plein Yaoundé là comme des mouches. Et comme si cela ne suffisait pas, tout au long de la soirée, on va aller fouiller les quartiers des indigènes, comme on les appelle. Les quartiers des indigènes autochtones, à la recherche de ce que vous appelez dans les subversifs, halogènes, tout ça, tout ça. Et quelle est la manière dont on les identifie? Forcément, à leurs origines, leur langue, leur accent, on va venir, on va demander, on va se dire, vous allez parler, il y a toujours des petits agents coloniaux là, qui vont venir, on va ah, toi, tu étais avec les UP6? Non, non, on te parle en langue, vous savez, en langue yaoundéenne. Si tu es capable de répondre et de parler, tu as une chance d'avoir la vie sauve. Si tu n'es pas capable, tu vas subir le sort de ceux que tu vois là qui jonchent le sol. Chers amis, vous ne voyez pas que c'est la même chose que les militants d'un certain parti politique ont fait contre les militants du MRC en 2019, la traque, la chasse à l'homme pour le bien d'un pouvoir pernicieux, d'un gang de malfrats, les méthodes coloniales dont on a hérité aujourd'hui, et c'est devenu, c'est-à-dire les gens pour faire comment dire,
les clins d'œil, les yeux doux au roi en espérant je ne sais quoi, parce que comme je vous ai dit, la récolte est présente et dont les prostituées sont le long des rues. Évidemment, on se drape de de sa plus belle tenue d'apparat et on montre aux colons comment on exécute justement ces desiderata. Et donc, justement, on va les traquer jusque dans les maisons. Tu allais te réfugier chez ton frère Iwondo. Tu te dis par exemple que bon, il va peut-être te protéger ou que tu vas t'en sortir. On te prend, on te dit, toi, tu parles quelle langue? On te parle un peu une petite langue vernaculaire du socle granitique yaoundéen ou voilà. Et non, non, non. Donc, tu es Bamileke, alors forcément. Donc, voilà. Et tu subis. C'est des choses assez horribles que le Cameroun a vécu. C'est pour ça, vous voyez, je suis intenable et intransigeant envers tout ce qui me raconte des bêtises, là. Monseigneur Dogmo, donc, lui, il ne sait rien de Monseigneur Dogmo, rien du tout. On lui a dit une phrase quelque part que c'est les Bamileke qui ont institutionnalisé le tribalisme avec Monseigneur Ndogmo. Il a retenu cela, il dit ci, cela partout. Or, il n'en sait rien. Tout à l'heure, je viens de lui dire comment Monseigneur Ndogmo était condamné à mort. Le 15 janvier 61, lui aussi, il avait subi le procès. Il était prévu à la condamnation à mort. Mais le Vatican a intercédé pour lui et ça a été commué en prison à perpétuité, plus tard commué une deuxième fois en exil au Canada. C'est, voilà, c'est-à-dire la répression au Cameroun, même envers les membres du clergé, est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Monsieur Karol Wojtyla, alias Jean-Paul II, veut venir 2 fois au Cameroun. Une fois sous Aïdjo, une autre fois sous Biya, parce que les choses n'ont pas changé, emmenant avec lui un certain Dogmo dans ses valises, mais qui va retourner au Canada par la suite, où il va finir par mourir. Donc Monseigneur Dogmo Lapartue a institutionnalisé le tribalisme. Je ne sais pas ce que notre petit tribaliste de service essayait de nous dire. Il n'a qu'à faire son live. Peut-être que lui aussi il aura 600 personnes qui vont l'écouter à 1h du matin. Il va nous expliquer comment Monseigneur Dogmo a institutionnalisé le tribalisme. Mais ce n'est pas moi qui vais faire ça à sa place. Donc c'est quoi ça? Donc en 1955, dont on massacre les gens comme ça là, et c'est-à-dire on bouclait la ville, on a instauré. En fait, c'était un climat vraiment mais horrible. Quand on vous dit les laisser passer des gens qui venaient de l'Ouest, ça c'est rien. Est-ce qu'on savait que il y a des quartiers, il y avait un quartier déjà en plus de boucler la ville, on avait instauré un couvre-feu qui commençait à 6 heures du soir, donc à 18 heures, et qui se terminait à 6 heures du matin. Et on avait le quartier des Blancs, justement là au centre-ville, non loin du fameux hôpital central, où à partir de 18 heures, vous ne pouviez Blanc. À partir de 18 ans, vous les Noirs, vous ne pouviez plus passer. Quand on dit l'apartheid a été pratiqué par la France au Cameroun. L'apartheid n'a pas qu'existé en Afrique du Sud. Dans les années 50, début des années 60, les Français pratiquaient l'apartheid au Cameroun, sans vergogne. Donc l'histoire, c'est celle-là, la manière dont les Blancs ont tribalisé notre lutte, la manière dont on a mis on a mis dans la tête de nos frères camerounais que certaines tribus veulent détruire le pays, alors que ce sont les Blancs qui détruisaient le pays. Ce sont les Blancs qui prenaient les terres. Et comme je vous parlais par exemple de Newbell, qui est le résultat en fait de l'expropriation, Newbell est l'exemple vivant de l'expropriation barbare. Pourquoi on dit Newbell? Parce que les Belles vivaient à un endroit X, on les a chassés. On a en tout cas chassé les peuples là, qui s'identifiaient au roi. Et on les a poussés au centre-ville. Enfin, au centre-ville, dans l'Interland, ce qui deviendra plus tard le cœur de la ville, plus ou moins, sans être le centre-ville en même temps. Ce sont eux qui prennent les terres, ce sont eux qui prennent des vies, ce sont eux qui prennent tout, mais ce sont eux qui vous disent que les Bamileke sont votre problème. Or, pourtant, ceux qui luttaient dans l'UPC, c'était des Camerounais, et ils luttaient pour l'intérêt général. Oui, le fameux plateau Joss où Gustave Nachtigall a mis son drapeau. C'est-à-dire, carrément, on les a chassés de là. Carrément. Et on a créé un deuxième Bell, New Bell, pour cette raison-là. Donc, j'appelle cela de la xénophobie apprise. On vous a appris à détester l'étranger, qui est en fait votre concitoyen. Mais on vous a mis dans la tête que c'est l'étranger en raison de sa divergence ethnique, de sa divergence tribale. Il est devenu étranger. Et donc, tout le quartier de Messa était réservé aux Blancs, et les Noirs ne pouvaient plus y arriver après une certaine heure, je vous l'ai dit. C'est-à-dire
Au lieu de combattre cela, au lieu de raviver votre histoire, vous écoutez des Elim Bilobe. Quelqu'un qui a faim et qui a besoin d'insulter les Bamileke pour que Paul Biya le remarque et le nomme quelque part, je sais pas, petit ramasseur de balles de Samuel Eto'o, je sais pas, essueur de table chez Vandayolo. Bref, n'importe quoi, il va prendre. C'est le rôle des prostituées. La prostituée, quand l'échéance approche, même c'est-à-dire, si elle avait dit que c'est 10 000, même 200, elle va prendre parce que c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud dans elle, comme on dit. Donc elle va prendre. Les prostituées sont nombreux. Chaque fois, mais regarde, je vous ai dit que même mes oncles sont là-bas à Bandakani, n'est-ce pas, il a insulté Maurice Kamto avant-hier, hier. Tout le monde est sorti. C'est-à-dire la prostitution est le métier qui a le vent en poupe aujourd'hui au Cameroun. Regardez Steve Farr, regardez vos influenceurs, regardez Blaireau Niemek. Bon, Elim Bilobe, lui, il fait dans la prostitution depuis. C'est juste que ça ne porte pas des fruits. Donc il l'accentue un peu. Il a appuyé sur la pédale. Même Paul Biya n'a pas dit que Wanje était un bandit. Il a juste dit maquisard. Mais Elim Bilobe, donc, vraiment pour montrer qu'il est prêt à tout donner, tous les orifices, il est prêt. Il dit non. Ernest Wanje était un bandit. Quelqu'un qui s'est battu. Regardez ce que je viens de vous raconter sur la France. La manière dont elle a massacré les nôtres. La manière dont on a pulvérisé l'essence au quartier Congo. La manière dont on a traqué les gens dans l'intérieur des maisons en examinant s'ils sont Bamileke ou pas. Et s'ils étaient Bamileke et qu'on les soupçonnait d'avoir participé à la marche, on finissait avec eux, comme on dit. Et Ernest Wanje se battait contre cela. Et Limbilobe, qui met rien dans la sauce, dont même les grenouilles et les mille pattes ne vont pas se souvenir à sa mort qu'il a existé un jour, vient nous dire que Ernest Wanje était un bandit. Et que ça c'est la prostituée qui est même prête à te payer. Donc, en fait, la prostituée vient, tu lui dis, maman, c'est combien? À la fin, c'est même elle qui te paye. Donc, tellement elle est engluée dans la prostitution que c'est même elle qui veut te donner de l'argent. C'est le type de Wolowos politique que nous avons là au Cameroun. Les Limbilobe et consorts. Ernest Wanje, un bandit. En fait, on va tout voir dans ce monde. Tout voir. Tu donnes la caméra à quelqu'un, c'est-à-dire sa tête disjoncte, ça part en vrille. Le plus grand Camerounais qui ait jamais existé depuis la mort de Félix Moumié et depuis la mort de Ruben Oumniobé, c'est Ernest Wanje. Qui se souvient des Limbilobe dans il est où, qui, quand, que quoi, c'est terrible. C'est terrible. Et vous voulez que et vous vouliez que le MRC parte dans des plateaux comme cela, où tu as seulement envie de gifler quelqu'un et que Ernest Wanje est-ce que quelqu'un peut dire, imaginez-vous dans un plateau télé, où quelqu'un dit Ernest Wanje est un bandit, vous êtes assis à côté là. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de prendre un seau d'eau, je sais pas, un seau d'eau rempli de piment, vous lui versiez un peu, ça lui chauffe un peu le corps pendant 2 jours. Et Ernest Wanje est un bandit, vous êtes assis là, mais vous aurez envie de le prendre, enfin, je sais même pas quoi dire. C'est terrible. Mais c'est la saison des prostituées, donc c'est chaud. C'est la saison des prostituées dont chacune se vend, chacune montre comment regarder mes lolos, regarder mes formes, regarder, c'est-à-dire oui, il a la chance, comme tu dis, si Baebek était là, ça se finissait mais ça se finissait en massacre. Il allait le gifler deux gifles sur chacune des joues, mais ça allait être quelque chose. Faut qu'il dise ça la prochaine fois quand Monsieur Baebek sera là. Et qu'il ajoute aussi Oumniobé dans l'équation, parce que Oumniobé faisait la même chose que Ernest Wanje, les mêmes activités de saccage et de guérilla. Qu'il parte dire sur le même plateau que Jean Baebek, que Ruben Oumniobé était un bandit. Il va y avoir du sport sur ce plateau télé-là. Oh Seigneur, je vais repartager moi-même la vidéo là sur mon Facebook, ça va être trop drôle. Oh là là, ça va être trop bien. Donc voilà. Et dès le lendemain, donc, le 26 mai 1955, parce qu'il faut qu'on avance quand même, euh, lorsque la nouvelle du carnage va faire le tour du pays, la grogne va monter, la grogne populaire. Et la France, au lieu d'assumer ses actes, va carrément accuser Ruben Oumniobé d'être à l'origine de toute cette histoire. Et on va donc émettre un mandat d'arrêt contre lui peu à peu. C'est-à-dire, dans les mois qui ont suivi, on va mettre sur pied le décret interdisant l'UPC et le décret, signant le mandat d'arrêt, en tout cas le mandat d'arrêt contre Ruben Oumniobé. Donc, c'est la France qui a assassiné des gens, et c'est Oumniobé qu'on veut arrêter. Ça n'a aucun sens, mais c'est ce qui s'est passé. C'est la France qui a tué,
mais c'est Oumniobé qu'on accuse de subversion, hostilité contre la patrie, on doit l'arrêter mort ou vivre, récupérer le nom. Donc Oumniobé se réfugie dans la région de Boumniébel, vers chez lui. Il va donc gagner le maquis, et c'est là où la violence et la répression mais s'installent, mais pour de vrai, au Cameroun. Beaucoup d'entre eux vont se réfugier au Nozo, qui ne s'appelle pas encore Nozo évidemment. On n'est pas encore à la réunification du Cameroun, qui va intervenir l'année d'après, après le référendum du 11 février 61. On est encore dans les années 60 où l'autre partie l'autre côté du Mongo appartient encore à la Grande-Bretagne, le Southern Cameroon, qui partage donc, comment dire, qui se partage, enfin, qui subit la tutelle britannique avec la partie nord, le Northern Cameroon. Mais je veux remercier nos frères du Cameroun anglophone d'avoir hébergé nos héros nationaux. Félix Moumier, Ernest Wangé, voilà. C'est franchement merci. Pendant 2 ans, les résistants ont vécu là-bas pendant 2 ans, de 55 à 57. Ils sont partis de là quand la France a réussi à obtenir de l'Angleterre l'interdiction de l'UPC également en zone anglophone. Donc beaucoup de personnes se sont donc réfugiées dans ces zones-là. Et voilà, vous comprenez donc pourquoi, ça vous permet de comprendre pourquoi Lumpodol avait demandé la réunification des deux Cameroun parce que lui, il considérait le Cameroun anglophone comme une partie de notre territoire. Il considérait les Camerounais qui vivaient là-bas comme des frères. Il ne voyait pas vos folies sur la tribu. Les miens, nous les Bassas. L'UPC, c'est pour nous les Bassas. Vous ne portez pas le combat de Oumniobé. Jamais Oumniobé n'a revendiqué l'UPC comme un parti Bassa. Il a confié l'UPC aux Bamileke et c'est les Bamileke qui ont poursuivi la lutte après lui. C'est lui qui a dit à Félix Faumier que mon ami, tu vas travailler avec moi, Hora. Que tu le veuilles ou pas, tu es trop génial, tu es trop intelligent, mince. Ce qu'on m'a dit sur toi, ce n'est pas faux. Ils se sont rencontrés à Kribi en 1948. Ils sont devenus inséparables. Tellement Moumier faisait bien le travail que la France a commencé à l'affecter partout. On l'affecte ici à Lolodorf, on l'affecte à Betaroya, on l'affecte à Mora, on l'affecte à Maroua, on l'affectait partout, au nord, au sud, à l'est, partout, pour que l'idéologie de l'UPC ne gagne pas. Mais comme ça prenait quand même, ça portait des fruits, le commissaire français Guy Georgy a commencé à le traquer, à le surveiller avec des longues vues, à intercepter les messages qu'il envoyait aux militants de l'UPC, c'est-à-dire à faire des perquisitions sans autorisation dans sa maison et tout. Bref, on lui rendait la vie invivable. Et à chaque fois, Oumniobé écrivait à Félix Moumier en lui disant que, mon frère, c'est le combat qu'on s'est donné, ne courbe pas les chines, ça fait partie du jeu, voilà, tu es sur la bonne voie, il faut continuer. Ça ne va pas être facile, on n'a pas pris une voie facile. Jamais Oumniobé ne s'est arrêté sur le fait que, comme tu m'aimes Bamoun a dit donc, jamais Oumniobé ne s'est dit, Félix Oumier, il est célèbre, faut pas qu'il ne me fasse pas la lumière, ou bien non, jamais, jamais, jamais. C'était des gens intelligents, c'était des grands hommes qui avaient une finalité, l'émergence du Cameroun. Rien, ce n'est pas parce que tu es Bassa que tu vas te réclamer de l'UPC, ça c'est de la stupidité. Ce n'était pas un parti Bassa, c'était un parti, comment dire, anticolonialiste. C'est un parti opposé, opposé à l'assujettissement de la France. C'était un parti indépendantiste, tout simplement. Et là-dedans, tu trouvais tout. Si tu venais dans l'UPC, même si tu étais tchadien et que ton combat c'était de débarrasser le Cameroun du colonialisme français, on allait t'intégrer avec grand plaisir. Aujourd'hui, vous ne comprenez plus rien au combat de l'UPC. Vous mettez à revendiquer des mièvreries ethniques. Le parti Bassa, c'est nous les Basses, c'est quoi ça? Si Oumniobé écoutait, il aurait honte de ce type d'affirmation. Quel parti Bassa? Ça n'a jamais été un parti Bassa, ni un parti Bamileke, ni un parti de rien du tout. C'est un parti indépendantiste, point à la ligne. C'est comme ça qu'il faut regarder la chose. Donc, et là, vous voyez donc, quand les incultes vous présentent le Nozo comme un conflit qui a commencé en 2016, ou avec la brigade anti-Sardinard, il doit savoir que, en fait, les Ambazoniens ont été créés par Aïdjo et sa roublardise, comme je vous l'ai dit, quand il a commencé à les dribbler en forçant l'État unitaire, déjà en n'appliquant pas les clauses de la fédération depuis la conférence de Fumba de juillet 61, en forçant l'État unitaire de 72, et Paul Biya évidemment a consolidé les acquis en enlevant le terme République unie en 84, en volant l'élection de Ni John Fondi en 92, en empêchant la All Anglophone Conference en 93, en empêchant l'autre All Anglophone Conference en 2019, 2018, 2020, en faisant canarder les avocats, les enseignants, les étudiants en 2016, bref,
Voilà les deux créateurs de l'Amazonie à la base. Et les populations du Nord Cameroun, enfin du Nord, pardon, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, étaient très ouvertes envers les populations qui revendiquaient l'indépendance au sein de l'UPC. On leur a accordé l'hébergement, on leur a offert le gîte et le couvert au Cameroun. Comme tu dis, la fuite à un autre pays là, vraiment, non, mais on leur a offert le gîte et le couvert. À aucun moment il y avait une velléité comment dire, de se dire non, non, les anglophones, ils étaient prêts à venir avec nous. Ceux du Sud avaient accepté de venir avec nous. C'est eux qui, après le référendum du 11 février 61, ont dit nous, on veut se rattacher au Cameroun. C'est là-bas que Félix Moumié et Wangé s'étaient réfugiés. Et malgré le fait que quelqu'un comme le chief Emmanuel Ndele avait refusé et voyait d'un mauvais œil ce type de réunification, parce qu'il se disait, enfin, il disait quelque chose qui d'ailleurs s'est réalisé, à savoir, vous allez regretter parce qu'il y a des contrôles tôt. L'État, c'est un État jacobin, c'est même pas un État unitaire. C'est un État jacobin qui va accaparer, en fait, l'autonomie que vous croyez y avoir. Mais malgré ça, le Southern Cameroon, qui aimait beaucoup la partie francophone du Cameroun, a accepté de venir se rattacher à nous en 61. Ils avaient hébergé Félix Oumier, il y avait une grande amitié, un grand amour entre les différents peuples, malgré la langue. Et c'est pour ça, c'est depuis le début que Omniobé disait le 17 décembre 52 au discours à New York, la première des trois requêtes que je demande ici, c'est la réunification immédiate du Cameroun. Ce truc-là, vous le trouviez en audio. Comme je vous ai dit, même sur YouTube, vous le trouvez. Donc, ils vont y aller et le 13 juillet 55, il y a un décret qui va interdire dans l'UPC. Le même décret va interdire la JDC, la jeunesse du Cameroun. Le décret va interdire l'UDFEC, dont l'Union des démocratiques des femmes du Cameroun, à l'intérieur de laquelle vous aviez les coordonnatrices principales, dont Marthe et Kemeyon, la femme de Félix Moumié. Marthe Eding, la femme d'Ernest Wangé. En fait, vous avez des gens qui sont très solides, des femmes qui, voilà, ne se contentent pas d'être les femmes d'eux, mais qui portent des projets, qui portent des idéaux, qui, voilà. Donc c'est par la suite que les gens, quand ils ont fini, nos braves gens, d'interdire l'UPC, ils ont eux-mêmes créé des partis politiques, des structures politiques ou des figures avec lesquelles ils allaient discuter de l'indépendance. Ce qu'ils ont évidemment toujours refusé de faire avec l'UPC. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais justement du fait que on a donné l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas. À partir du moment où tu commençais à parler d'indépendance, bah, il t'arrivait malheur. Tout, je confirme vos dires. Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, reste le Watt. Ah, merci. Au moins, les gens qui nous écoutent savent que on ne fait pas du blabla ici. On essaye de faire la qualité, cher frère, effectivement. Tu sais, moi, j'essaye de me dire, je sais que quand j'ouvre mes conférences, j'ai souvent 600, 700 personnes qui vont écouter, et je me dis, mais Wilfried, déjà, si 700 personnes t'écoutent, si 600 personnes t'écoutent, c'est parce que ce que tu dis est pertinent. Donc maintenant, si tu sais que 700 personnes vont t'écouter, il faut que ce que tu dis soit pertinent, encore garde la même qualité pour que les gens te suivent. Et il y a des petits fous qui ouvrent les panels juste parce que TikTok a le bouton lancer le live. Ils ne se préparent pas, ils ne font aucune recherche, ils se mettent juste à parler et ils distillent la bêtise. Nous, ici, par respect pour les 700, je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui travaillent demain, il y a des gens qui ont des enfants, il y a même des gens qui prennent des notes et qui vont reporter ce que je dis à leurs enfants. J'ai l'obligation de leur dire des choses qui ont eu lieu. Je ne dois pas leur dire des folies issues de mon imagination qui vont entraîner les enfants des gens dans des choses pas sérieuses. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais donc une fois que l'UPC était interdite, les mêmes vont créer des pseudo-organisations qui vont discuter avec la France pour l'indépendance. C'est exactement ce que Atanganji fait avec l'UPC républicaine, bref, c'est-à-dire bon déjà l'UPC d'Ernest Wangé, elle est morte. J'aime bien Jean Baïbek, mais ça va être compliqué de la redresser. C'est pas de cette façon qu'il faut la redresser. Il faut être fou, comme Félix Moumié, comme Ernest Wangé. C'est pas la folie de Jean Baïbek. Jean Baïbek, lui, il est barbare. Il nous fait rigoler. C'est, en fait, bref, il faut un peu plus de, comment dire, moins de fougue, plus de structure, avec une colère saine envers l'establishment. Mais il a énormément de fougue et moins de structure. Or, c'est un éminent
scientifique, quand même une personnalité importante du paysage politique camerounais. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, l'UPC subit un peu ce que Atanganji est en train de faire aujourd'hui. Et ce qu'on a vu partout en Afrique. Je vous ai dit par exemple que Félix Moumié a étudié à l'université William Ponty de Dakar, où le premier président nigérien, Amani Diori, aussi a étudié. Amani Diori était très aimé de la France quand il partageait encore les idéaux de la France-Afrique. Mais lorsqu'il a commencé à revendiquer l'émancipation, la vraie indépendance et le retour de l'uranium nigérien avec un meilleur pourcentage entre les mains des Nigériens, ah non, la France a organisé un coup d'État le 15 avril 74 par le lieutenant-colonel Seyni Kounché, qui l'a renversé et qui a gardé le pouvoir au Niger jusqu'à sa mort en 87, un peu comme Sylvanus Olympio au Togo, où la France de Jacques Foccart affirme avoir de bonnes relations avec Nicolas Grunitzky, le frère de Sarah Grunitzky, la femme de Sylvanus Olympio. Et par contre, Sylvanus Olympio, ça ne va pas du tout. Lui et la France ne sont pas en odeur de sainteté, dont la France n'était pas du tout contente de donner l'indépendance à Olympio. Et ça s'est vu absolument partout à travers le territoire africain. Donc, quand l'UPC est interdite, alors que c'est elle qui veut la vraie indépendance, la France va discuter avec des gens qui ne veulent pas vraiment être libres. Et bon, en fait, on a un peu se dit, attends, j'ai créé un parti politique aujourd'hui, et le même parti politique vous dit qu'il est un parti d'opposition. Et après, vous allez entendre que bon, finalement, on est tellement dans l'opposition qu'on a décidé de se coaliser avec le pouvoir de Paul Biya. Donc, c'était assez, c'était assez incroyable. Donc, une fois donc c'est fini, Roland Pré, il est très content parce qu'il a reçu son coup, il a noyé dans le sang la contestation, il a interdit l'UPC et la continuité du colonialisme, enfin le colonialisme peut continuer parce que voilà, les voix qui criaient un peu fort sont parties. Or, on est sous tutelle des Nations Unies, c'est-à-dire en l'an 1955, on n'est pas une colonie française, elle n'a aucune raison de faire ce qu'elle fait là. Territoire sous tutelle qui doit accompagner des pays vers l'indépendance, le temps qu'ils mettent sur pied des structures étatiques pour s'auto-gérer selon les paradigmes internationaux désormais en cours depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la mise en place des institutions internationales. Au lieu de ça, non, la France mène sur nos territoires quelque chose, en fait c'est la caverne d'Ali Baba, elle se sert comme à la maison. Donc elle viole carrément les conventions internationales d'une tutelle d'un territoire sous tutelle des Nations Unies. Vous n'avez pas la même histoire par rapport à l'Angleterre dans les régions anglophones, pas du tout. L'Angleterre n'a pas la même approche. La France, elle est d'un barbarisme absolu envers le Cameroun francophone. C'est terrible. Bon, comment dire? Les UPCistes vont donc continuer à poursuivre cette bataille, qui va être une bataille structurée, une bataille générale, avec des gens issus de partout. Le premier docteur en économie au Cameroun, Castor Osende Yafana, qui n'est évidemment pas Bamileke, va se joindre plus tard aux luttes des Félix Moumié, des Abel Kingé, des Oumniobé, bref, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent en la volonté de voir un Cameroun indépendant intègrent l'UPC et ne sont jamais chassés, sont bien traités, sont accueillis et entrent même dans l'histoire. Mais par contre, la France, elle a son agenda qu'elle doit poursuivre et évidemment, son agenda, c'est de dire les Bamileke, depuis là, je ne fais que parler des Bamileke parce que la France a mis tout son accent sur les Bamileke. Tout ce que vous voyez contre les Bamileke, le mille pattes que j'ai mis en fond d'écran-ci, c'est aussi quelqu'un qui a été justement moulé à la même sauce. De ceux qui ont été moulés à la sauce française, il faut détester le Bamileke pour rien. Le discours de Lamberton, en fait, c'est une sorte de discours d'amnésique. C'est le discours, comme je dis, d'une amnésique volontaire, en fait. De quelqu'un qui fait exprès de ne pas voir les évidences, quelque chose qui est clair. Toi, tu dis non, ce n'est pas ça. On voit bien que les Bamileke ne sont en rien responsables des problèmes du Cameroun. Toi, tu décides que non, c'est eux les coupables. On voit bien que Oumniobé n'a jamais dit qu'il voulait seulement l'indépendance et pas la réunification. Il dit bien il veut la réunification d'abord. Toi, tu dis non, il a dit qu'il voulait juste l'indépendance. On voit, en fait, quelque chose est clair, tu te mets à débattre sur quelque chose qui ne se débat pas. Donc, c'est un peu ce dans quoi on se trouve. C'est-à-dire, c'est une bamilékise, on craint même le mot comment? Bamilekisation de la lutte, voilà.
C'est un néologisme, un nouveau mot. C'est une bamilékisation de la lutte. C'est la méthode de Lamberton là-bas. Donc, vous avez donc vu comment, après les phrases de Jean Lamberton, de mars 1960, vous avez eu l'incendie du quartier Congo du 24 avril 1960. J'ai fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en 1955 pour vous montrer comment la France a massacré les Camerounais et en même temps la France se plaint que les Bamileke n'ont pas pleuré. La France de Jean Lamberton et elle utilise cela comme un moyen de dire aux gens de détester les Bamileke. C'est la France pourtant qui a canardé, c'est Roland Pré qui a canardé les gens. C'est Roland Pré qui est allé fouiller les gens jusque dans les maisons. Mais c'est les gens Lamberton qui se plaint que quand on faisait tout ça, les Bamileke ne pleuraient pas. Mince. Donc le problème n'est même plus le criminel. Hein. C'est-à-dire le problème n'est même plus celui qui a commis le forfait. Le problème c'est que les Bamileke ne pleuraient pas. Et comme on leur a dit qu'il faut pleurer obligatoirement, les gens du socle granitique de Paul Biya sont aussi allés saccager à San Mélima en 92 en disant les Bamileke n'ont pas pleuré le décès de Madame Irène Biya, Jeanne Irène Biya. C'est terrible quand même, c'est terrible quand même ce pays. Donc, quand on finit donc les massacres de 1955 et qu'on a eu les massacres orientés contre les Bamileke, évidemment, bon, les Bamileke Bassa, mais Lamberton dit plus tard que c'est les Bamileke qui ont monté les Bassa pour voilà que les Bassa en fait n'étaient même pas coupables, c'est les Bamileke qui les ont montés et qui les ont manipulés. J'ai dit tout à l'heure que je suis curieux de voir que bon, comme les Bamileke ont donc monté les Bassa, comment c'est possible que Lamberton ne présente pas ses excuses à Ruben Omniobe, puisque lui, il a été manipulé et qui ne voulait même pas mener la résistance? Un truc de fou. Donc, il oriente dans son combat, 55 c'est contre les Bamileke, le massacre du quartier Congo de 1900 c'est contre les Bamileke, il y a un autre massacre qui va se passer le jour de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 1966. On a appelé cela le massacre de Tombel. Oui, les amis, vous allez voir jusqu'où c'est parti. En fait, on va crever l'abcès. C'est la nuit politique aujourd'hui. On en a encore pour quelques temps. Je vous ai prévenu en amont de cela. C'est-à-dire, le massacre de Tombel au 31 décembre 1966. C'est-à-dire, moi j'ai baptisé ça les massacres de la Saint-Sylvestre parce que bon, c'est le jour de l'an que ça se passe. Là-bas, ce qu'on trouve, c'est les Bakossi. Tombel, c'est en zone anglophone dans le coupé Manengouba. Là, on trouve les Bakossi et les Français, je ne sais pas par quel mécanisme, sont allés dire aux Bakossi là-bas que les Bamileke prennent leur travail, leurs femmes, leur vie. Bref, on leur a dit ce que Elimbi Lobe récite tous les dimanches. La France y est encore allée dire, ne me demandez pas comment les Noirs font pour se laisser manipuler facilement comme ça. Moi-même, je ne sais pas. Vous êtes complexés, c'est tout. La vérité sonne blanche. La preuve, quand je dis j'ai la peau blanche, les gens me disent, ah, donc tu crois que tu es blanc. Mais en fait, être blanc, c'est quoi, en fait? Je dis j'ai la peau blanche. C'est-à-dire l'absence de pigmentation, l'absence de mélanine. Quand tu me demandes dont tu crois que tu es blanc, mais tu as déjà placé le blanc supérieur à toi. Et c'est pour ça donc que quand le blanc parlait, le noir estimait que c'est la vérité, parce que le blanc, c'est celui qui est le plus proche des dieux. C'est Chacal, le chevalier de la Vierge. C'est vraiment cela. Et donc quand le blanc part dire au noir que les Bamileke prennent vos emplois, bah, ils croient aussi naïvement, et il faut immédiatement les chasser de chez vous. Donc on a eu la même chose, rentrer chez vous. C'est-à-dire, on ne luttait même, c'est-à-dire, je sais pas, on ne luttait même pas ici contre les résistants de la colonisation, ah non. On luttait finalement contre une tribu, et on avait affublé, en fait, à tort, à cette tribu, on l'avait affublé du tort du combat, du tort de la résistance. C'était une erreur. Vous êtes coupable d'avoir résisté. Vous êtes coupable d'avoir dit non à l'impérialisme. Il fallait accepter de vous faire dominer. Pourquoi vous avez osé vous liguer contre la France? Il fallait accepter. On vous écrase et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi fallait accepter qu'on vous écrase? Eh, comment? On t'écrase, mais dis oui, souris et sois content. 1200 j'aime envoyés. Il y a aussi des j'aime ici. Donc, voilà quelqu'un qui me dit en 1966, les Français n'étaient plus là. D'accord, c'est très bien. Le problème, c'est qu'ils sont là même jusqu'à aujourd'hui. Vous avez oublié, mon cher docteur, comment Christophe Guilloup, ambassadeur de France, vous donnait les renseignements sur l'état de santé de Paul Biya. Les Français n'étaient plus là en 1966, mais bizarrement, ils sont encore là en en 2025. Les Français ont organisé l'assassinat d'Ernest Ouangé le 15 janvier 71.
Georges Pompidou, président de France, va arriver là juste après. Les Français n'étaient plus là. Qui sont allés où? Ils sont partis du Cameroun enfin, pourquoi on se retrouve à discuter avec, enfin, encore de ce genre de, c'est pas sérieux, en fait, d'écrire ce genre de choses. Ça, c'est, je sais pas si, enfin, ouais, je ne sais vraiment pas si. Bref, j'en perds même mon latin. Je sais pas quoi vous répondre. C'est tellement loufoque. Ce que vous écrivez, c'est, Black Stop, on va le stopper. Tu parles enfin de tes maîtres. Assume ton identité. Vous pensez qu'ici on est là pour jouer? Ici on est sérieux. Allez là-bas. Allez faire les lives Congossa où des gens n'ont rien à dire. Comment quelqu'un, monsieur docteur, comment vous pouvez me dire que les Français n'étaient plus là? Ça manque de sérieux. 1966, c'est là où on a assassiné Castor au Yafana. C'est là où la France a poussé, comment dire? C'est là où la France a poussé Aïdjo à créer le parti unique, l'UPC. Quand Guy Georgi dit que c'est lui qui est à l'origine de Amadou Ahidjo, c'est eux qui ont fabriqué Amadou Ahidjo. Enfin, Amadou Ahidjo va exécuter à la lettre ce que la France a demandé. C'est la France qui ordonne à Ferdinand Oyono d'interdire le livre Mamba sur le Cameroun de Mongobeti. Bon, enfin, on va arrêter avec ça. On va pas perdre le temps à enfoncer des portes ouvertes. J'étais en train donc de dire que le massacre de Tombele s'organise en 1956. Peut-être que le docteur n'était pas au courant, mais il faut qu'il sache que les Français étaient présents et que les Français ont donné des armes au Bakossi. C'est dans le livre de Manuel Domergue qui a été cité tout à l'heure. Manuel Domergue, c'est-à-dire Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. On a donné des armes au Bakossi, parce que au moins dans les massacres du quartier Congo en 1900, c'est les Français qui avaient gardé les armes, mais là on a donné au Bakossi les armes, c'est les revolvers, les carabines, bref, je suis pas spécialiste de l'armement, on leur a donné en tout cas les canons, voilà. Que faites vous-même le sale boulot, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, et là on a, c'est-à-dire les massacres ont fait environ 300 morts, bon, chiffre officiel, hein. Sinon on va, comment dire, on va un peu, on a des chiffres qui vont beaucoup plus loin. Et comme j'ai dit, la lutte est orientée à ce moment-là contre la tribu et non contre la résistance. Les Blancs, les Français ne se battent plus contre le colon, hein, enfin contre le résistant au colon. Les Blancs se battent contre celui qu'ils ont désigné comme ennemi, à savoir les Bamileke. Sous-entendu, ce sont les Bamileke qui mènent la résistance. Bon, moi j'ai toujours dit que ça c'est le plus grand compliment qu'on puisse les faire, hein. Bon, cher docteur, ce que vous dites là que les Français n'étaient plus là, désolé pour vous. Peut-être que vous êtes docteur en mathématiques, mais en tout cas pas en histoire. Parce que l'histoire nous dit que les Bamileke, enfin, se sont fait massacrer à Tombelle par centaines, par l'entremise de la France qui a remis les armes aux locaux. Même Mongo Betty en a parlé, cher docteur, quand même. Mongo Betty, c'est le plus grand romancier camerounais de tous les temps. Il n'était pas que romancier, c'est un historien chevronné. C'est pas pour rien que son livre sera interdit. Moi, je relate simplement de l'histoire. Et je ne fais pas de la propagande en faveur d'une tribu. Si quelqu'un a les mêmes faits sur les Tupuri, les Eton, sur les Ewondo, je ne sais pas, qui se sont fait massacrer sur la seule base de la tribu, qu'ils me le disent. Et avec le concours de la fabrication idéologique du colon sur cette tribu-là, qu'ils me le disent. Les Français, évidemment, en partant, même si, supposons même qu'ils n'étaient plus là-bas, ils ont laissé les graines de la haine. Le texte de Jean Lamberton, lui, il était là. Il était la Bible des dirigeants camerounais de l'époque. Enfin, de l'époque des dirigeants camerounais, point final, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, voilà. Moi, je préfère deux tribus qui, pour une raison, pour une autre, un peu comme dans un foyer où le mari et la femme se chamaillent, ça peut s'arranger de manière, c'est un problème endogène qui s'arrange de manière endogène. Sauf que ici, on parle de de ce qu'on appelle fort opportunément le tribalisme d'État. Et aujourd'hui, le tribalisme d'État, on le voit toujours, c'est-à-dire rien n'a changé. Et il est devenu notre problème principal. C'est pour ça que je fais une conférence de 7-8 heures de temps où j'en parle. Le souci n'est pas le tribalisme, le souci c'est le tribalisme d'État. Dans le fameux livre Cher Docteur, vous allez y apprendre le livre de Manuel Domergue, que dès la formation de l'UPC, donc, enfin l'UPC, quand l'UPC a été formé donc en 48, bon c'est pas un truc qui a commencé en 66, dès la formation de l'UPC, on a radicalisé les Bakossi en leur disant que ce sont les terroristes. Les Bamileke, évidemment, les Bamileke sont des terroristes. Les Bamileke prennent vos terres et voilà, ils prennent vos boulots. Et
on aboutit donc à une situation, le point culminant, où en 66, on leur donne carrément le matériel. Donc voilà. Et si quelqu'un conteste, mais tout ça est écrit dans les propos de Lamberton en 60. Il dit tout. Les Bamileke prennent tout, tous les métiers de fonctionnaire, tous les métiers de ci, tous les métiers de ça. Il,